Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 21 août 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal et c'est pour parler des acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SNASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger qui vont passer leur 158e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Actualité l'oblige à la situation au Mali au cœur de l'actualité, une situation qui a occasionné donc une session de la CEDEAO hier. Au terme de cette rencontre, les dirigeants des pays membres de cet espace ont annoncé donc des mesures, notamment la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes avec le Mali et demande également aux partenaires de faire de même. Une décision qui n'est pas sans conséquence sur l'économie du Mali mais aussi sur l'espace. En tout cas, c'est ce que vous allez voir dans cette analyse de Youssouf Kadou. Les conséquences économiques sur le Mali et sur la CEDEAO sont certes... il y aura des conséquences, il y aura des manques à gagner de part et d'autre. Voyons maintenant sur le Mali. Nous pensons que le Mali, c'est un pays qui est habitué à ce genre de sanctions. Ce n'est pas son premier coup d'État. Ils ont l'habitude de faire des coups d'État et d'être sanctionnés et ils arrivent à s'en sortir. Et ce genre de déclaration, en réalité, elles s'adoucissent quand il y a des mesures qui sont prises en vue de transmettre le témoin à travers les urnes. Certainement, ça va s'adoucir. Mais sur le Mali, quand vous voyez la carte d'Afrique, les pays de la CEDEAO qui font frontière immédiate avec le Mali, c'est la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et quel pays encore, la Guinée. Donc, depuis que le Nigeria a fermé ses frontières, avec ces pays limitrophes, le Mali ne commerce plus avec ces pays. Puisque c'est à partir des marchandises qui viennent du Nigeria que le Mali arrive à se faire ravitailler. Le Mali s'est tourné plutôt vers ces autres pays avec lesquels il fait la frontière. Vous avez la Mauritanie, à partir de l'Algérie, il a la possibilité de faire du commerce avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Égypte, avec la Libye. Et ces pays-là que je viens de citer, ils ont presque la même structure économique que le Niger. Ils produisent beaucoup de produits de première nécessité et des produits alimentaires dont le Mali a besoin. Donc, quand on regarde l'embargo et la fermeture des frontières que la CEDEAO envisage sur le Mali, l'impact serait dérisoire. Relativement à la situation au Mali, 3 jours après la prise du pouvoir par les militaires, vous suivrez l'analyse du docteur Elisabeth sur cette situation sociopolitique et économique du Mali. Donc, rendez-vous à la fin de ce journal-là. Les membres de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de la campagne Éducation pour tous, ASSO EPT et ceux des structures alliées à la dite coalition sont en formation depuis ce matin ici à Niamey. La session porte sur l'analyse des politiques éducatives, nous rapporte Hamza Saoukou et Ibrahim Abdou. La coalition ASSO-EPT Niger est un groupement des associations, des syndicats et des ONG actives en éducation pour plaider en faveur d'une éducation de qualité pour tous au Niger. C'est dans ce cadre que cette présente rencontre marque un atelier de formation des membres de la coalition et des structures alliées sur l'analyse des politiques éducatives. L'atelier qui nous réunit ce matin dans le thème est la formation des membres sur l'analyse des politiques éducatives rentre dans la droite ligne de la vision de la coalition des ASSO-EPT qui est celle de contribuer à garantir une éducation de qualité gratuite et inclusive, durable aux citoyennes et citoyennes pour bâtir une nation forte, démocratique et devenir leader des organisations de la société civile active en éducation. Cette vision de la coalition ASSO-EPT vise à
encourager et à faciliter ses membres à faire face aux questions relatives à l'éducation de qualité pour tous au niveau national, régional et international. De produire une masse critique d'informations sur l'éducation pour tous à travers un observatoire, de renforcer la capacité de ses membres à conduire une sensibilisation, à s'engager dans les dialogues sur les politiques de suivi budgétaire en vue de parvenir à des politiques éducatives centrées sur les besoins des citoyens. Cette activité de formation vise à contribuer à l'offre d'une éducation de qualité à tous les citoyens sans discrimination aucune, comme le souligne le secrétaire général. Cet atelier vise à renforcer, entre autres, les connaissances de ses participants concernant les politiques éducatives. C'est pourquoi je me réjouis de la présence massive de différentes organisations et de la création de ces cadres fédérateurs qui nous permettra de jouer véritablement notre rôle de veille citoyenne pour une éducation de qualité inclusive pour tous. Je peux compter sur la participation de tous pour qu'au sortir de cet atelier, vous soyez outillés sur les mécanismes, non seulement sur l'élaboration, les diagnostics des systèmes de politique éducative, mais aussi sur le processus de suivi pour que les engagements qui sont consignés dans les différentes politiques par le gouvernement puissent être mis en œuvre par les plaidoyers que nous aurons tous à mener et le suivi citoyen que nous allons mettre en place. Cet atelier de formation à l'endroit des structures des jeunes, des femmes et des personnes en situation d'handicap durera 2 jours. L'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH, organise a procédé ce matin au lancement d'un programme dans le milieu éducatif. C'est un programme lancé avec l'appui de COPS Niger et c'est l'école Kado 2 de Talagué qui a servi de cadre pour cette activité. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Apporter sa quote-part dans la lutte contre l'insécurité à travers des sensibilisations en milieu scolaire dans le souci de prévenir et contenir la violence et la délinquance, surtout des jeunes, que le projet Community Oriented Policing Strategy COPS a procédé au lancement de 2 programmes. Policiers référents, axés sur la protection des mineurs et vision vigilant qui vise à lutter contre le sentiment d'insécurité, ce qui vient à point nommé, selon le secrétaire général du gouvernorat de Niamey. Cela démontre, si besoin en est, l'intérêt que vous accordez aux questions de sécurité en général et à la police de proximité en particulier. La cérémonie de ce matin marque à la fois la vitalité et le dynamisme du projet COPS Niger et la consécration de la volonté des autorités nigériennes de garantir un environnement sécurisé pour les citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Prévenir et contenir la violence et la délinquance par une sensibilisation accrue en milieu scolaire, délivrée par des professionnels, les référents, ici des forces de défense et de sécurité, doit être l'objet d'un effort collectif reposant sur la concertation. Le présent lancement, qui vise la vulgarisation des mesures à impact rapide et les activités de formation, sensibilisation aux représentants de la communauté, aux groupes de travail local et aux policiers référents, vient à point nommé parce qu'elle rentre dans la droite ligne des préoccupations de son Excellence Alhaji Mohamed Issou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Abondant dans le même sens, le représentant de l'ambassade des États-Unis, responsable de la police, inspecteur pédagogique et élèves de Talagué ont salué cette initiative. Je me réjouis du fait qu'en tant que bailleur, nous pouvons compter sur des partenaires que vous êtes. On ne saurait assez souligner l'importance de cette initiative, car au bout du chemin, nous avons l'espoir qu'elle nous conduira à la paix et à la sécurité dans notre commune de Niamey 4 et éventuellement à une plus grande échelle au niveau national. Tout ce que vous voyez dans Normal, venez nous le dire. On est là pour vous, car sans vous, on n'est rien. Ce lancement tombe bien nommé, surtout dans cette école, le Quado 1, qui est l'école
la plus peuplée de notre secteur pédagogique, avec plus de 1100 élèves, et où quotidiennement les élèves, les petits-enfants, même du jardin sont agressés. Je suis très contente. De l'engouement et de la participation active des acteurs, le projet demeure optimiste quant à l'atteinte des objectifs. Je dirais que c'est très encourageant. Bien sûr, on est sur la phase du lancement. Maintenant, il va falloir donc que les actions se concrétisent sur le terrain. Donc, il va y avoir un dispositif de mise en œuvre d'un plan d'action où nous allons continuer à nous déplacer sur le terrain pour évaluer, bien évidemment, l'impact de ces mesures sur la perception et surtout sur la lutte contre la criminalité, la délinquance de voie publique et le sentiment d'insécurité. Donc, on va mener donc un programme de visite de terrain où on va accompagner les policiers référents dans leurs actions. On va continuer à développer les capacités de ces voisins vigilants, de mettre en synergie la police d'un côté, les citoyens et les voisins vigilants de l'autre, et bien évidemment avec une série d'indicateurs de mesures qui vont nous permettre de vérifier l'impact de ces mesures et leur efficacité sur la perception du public et contre la lutte contre la criminalité et le sentiment d'insécurité. Le chef du quartier a invité l'ensemble des habitants de Talagué au-delà de la commune à s'impliquer davantage dans ce processus combien important de COPS qui vise à bouter l'insécurité dans cette zone. Merci Ismaël Mouni. De la politique dans ce journal avec le président du parti CRPD Sulhu Ibrahim Gado qui était l'hôte de la population de Ouna dans le département de Gaya, région de Dosso. Au cours d'un meeting organisé à cette occasion, le leader des éleveurs de la zone a annoncé son engagement à œuvrer pour implanter ce parti dans le département. C'est ce que vous allez voir dans cet élément. Le Conseil républicain pour le progrès et la démocratie investit les campagnes du Niger. Le week-end dernier, Ibrahim Gado, flanqué de ses combattants politiques, était l'hôte de la population de Ouna, commune de Sambéré, département de Gaya, région de Dosso. Le président du CRPD, Sulhu, est accueilli à 24 km de Ouna, puis le cortège arpente la piste rurale jusqu'au lieu du meeting où une foule impressionnante attendait depuis des heures déjà. Les travaux champêtres n'ont pu empêcher aux hommes de se mobiliser tandis que les femmes ont abandonné leurs tâches ménagères, enfants au dos pour venir écouter la bonne parole. On est tellement contents, plus même ça. Et ainsi les paysans aussi, qui a entendu tout de suite il a dit vraiment lui, il a adhéré et ainsi il va même jurer qu'il ne peut pas relâcher encore. Voici le chef d'orchestre Djama Rouga de Ouna, leader incontesté et incontestable des éleveurs de la zone. Il promet. La promesse que je ferai, retourner à la maison, Inch'Allah, on va former le bureau d'abord. Et il y aura aussi les candidats des conseillers dans chaque commune et conseillers régional et députés, Inch'Allah, si aura. Oui, ça, j'apprends l'engagement, Inch'Allah. Ibrahim Gado est autant heureux que confiant. On a ressenti une émotion exceptionnelle, c'est une joie énorme. Parce que vraiment pour un parti aussitôt créé où on voit ces mois pour assurer leur adhésion, pour manifester leur joie, on ne peut que se réjouir de cela et on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, le président du CRPD, Sulhu, n'est guère surpris de l'engouement qui suscite son parti politique. Comme on a l'intention de bien faire, les gens, tous ceux qui le cherchent maintenant, c'est la sincérité. Les gens qui peuvent bien faire, qui peuvent avoir pitié des pauvres, qui peuvent faire une politique favorable aux démunis, et qui aujourd'hui, les gens qui ne sont pas venus pour appliquer de la démagogie ou faire de l'enrichissement illicite. Les gens sincères, corrects. Et c'est cette sincérité que nous avons mis au devant, faire une politique pour pouvoir soulager la souffrance des pauvres aujourd'hui. À la différence
l'essence de l'homme qui naît toujours petit, le parti politique a cette faculté de naître grand. C'est exactement ce qu'a réussi le CRPD Sulhu qui se propage partout dans le Niger profond comme un phénomène de mode. Mais attention, cela n'arrive que lorsque le parti politique est porté par un leader crédible et soucieux des conditions de vie de ses concitoyens. Sulhu a donc eu la chance d'avoir pour président Ibrahim Gaddo. De Ouna, rendons-nous à présent au village de Tondibia, à une dizaine de kilomètres de Niamey, pour vous faire découvrir son marché qui s'anime tous les jeudis. Dans ce marché vieux de dizaines d'années, on y trouve divers produits, nous rapportent nos reporters Farida Moussa et Chebou Guissou. Créé dans les années 1940, le marché hebdomadaire de Tondibia est animé tous les jeudis. De nos jours, ce marché continue d'enregistrer des grandes affluences. Ça fait 12 ans que je vends mes articles dans ce marché. Et Dieu merci, ça va. On vient vendre nos produits sans problème. On arrive à écouler nos marchandises et d'autres fois, il y a un problème de vente. Notre avantage, c'est la réalisation des bénéfices. Par exemple, quand on achète un article à 350 francs, on réalise un bénéfice de 150 francs. Avec un litre de carburant, je viens au marché vendre mes produits. Ça va, les affaires marchent petit à petit. Mais avec la maladie du coronavirus, les clients se font rares, même dans les campagnes. Et maintenant, pendant la saison pluvieuse, nous amenons nos marchandises sans les Italiens. Le marché de Tondibia accueille des marchands qui viennent de plusieurs horizons, notamment de Boubon, de Sarando, de Karigourou, de Kolo. Je suis venu pour acheter des habits pour les enfants. Nous trouvons tout ce dont on a besoin dans ce marché. Au vu de sa position et de sa proximité de la capitale, cet important marché devrait bénéficier d'infrastructures de type moderne, chose qui pourrait améliorer considérablement les recettes fiscales de l'État. Merci Farida Moussa. Donc je rappelle les stagiaires de l'IFTIC. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal, comme annoncé, qui est consacrée à la situation qui prévaut au Mali quelques jours après la prise du pouvoir par les militaires. C'était le 18 août dernier, donc en mettant fin au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui fait l'objet de contestations populaires depuis plusieurs semaines. Je vous invite donc à suivre l'analyse du docteur Elisabeth Chérif relativement à cette situation. Très bonne réception. Ce qui s'est passé au Mali traduit d'une certaine manière l'incapacité d'une classe politique à donner une solution politique à un problème. Ce qui se passe, c'est que même si on a des difficultés pour véritablement caractériser ce qui s'est passé réellement, c'est que ça demeure une solution militaire et qui dénote une certaine régression pour l'évolution démocratique au Mali. Alors, beaucoup d'enseignements à tirer. D'abord, le défi qu'elle révèle encore, la nécessité de trouver des solutions politiques pendant qu'il est temps à des crises ou à des tensions politiques. La nécessité donc pour le pouvoir civil de s'entendre pour pouvoir asseoir des meilleures bases de la démocratie, pour que les coups d'État ou bien les solutions militaires, si vous voulez, soient vraiment révolues de la scène politique africaine. Si la démocratie est le pouvoir du peuple, il faudrait bien que dans certaines régions d'Afrique, que les dirigeants arrivent à avoir l'ouverture, le courage, la volonté de croire que le peuple mérite d'être entendu, le peuple mérite d'être écouté. Et cette incapacité, si vous voulez, d'instaurer un dialogue entre ceux qui
se présentent comme les représentants du peuple et les autorités maliennes déchues a d'une certaine manière engendré ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est très important, mais vraiment de privilégier les conditions d'instaurer d'un dialogue. Il faudrait quand même saluer quelque part l'attitude jusqu'à un certain moment du président malien déchu, cette volonté qu'il avait eue jusqu'à un certain moment d'autoriser les manifestations au Mali, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays africains, on le sait aujourd'hui, où le peuple n'a plus le droit de manifester. C'est vrai qu'à un certain moment, il a été tenté par le réflexe du refus, comme on le voit un peu dans certaines parties, dans certains pays africains, mais l'opposition malienne aussi, qui a donné un enseignement quand même montre d'une détermination quand même remarquable. C'est important aussi de le dire, l'enlisement, l'impasse sur des questions très importantes, on dirait même existentielles pour la survie de l'État dans son intégrité territoriale, pour sa survie dans la quiétude politique, sont quand même des facteurs qui ont engendré la situation que l'on connaît aujourd'hui au Niger. L'enlisement, l'impasse sur le plan de la sécurité, mais aussi le sentiment d'impunité que l'on a aussi au Mali, n'est-ce pas, avec l'émergence d'une classe bourgeoise, ultra-bourgeoise on va dire, une oligarchie qui vit d'une manière mais vraiment déconnectée du peuple, avec non pas un fossé qui se creusait entre l'élite malienne politique déchue et le peuple malien. On ne parle plus de fossé, mais plutôt, mais vraiment d'un tout un creuset, n'est-ce pas, d'un gouffre entre les deux. La nécessité de respecter les règles du jeu démocratique, parce qu'il faut aussi dire que la crise malienne avait aussi un fond électoral. La nécessité de respecter les jeux démocratiques, la nécessité de croire véritablement aux valeurs républicaines, n'est-ce pas, qui consacrent le peuple, l'égalité entre les citoyens, mais aussi qui font du peuple, mais vraiment le souverain. Comme je l'ai dit, le peuple qui doit être observé, écouté, n'est-ce pas, et la nécessité du dialogue. La CEDEAO aujourd'hui joue sur sa crédibilité. Ce message aussi s'applique à la CEDEAO, la nécessité de privilégier le peuple, de se placer véritablement au-dessus, dans une tension politique, de se placer au-dessus du clivage interne à un pays pour pouvoir vraiment donner des solutions qui sont à la hauteur des problèmes qui se posent, mais qui sont susceptibles de renforcer la procédure démocratique dans le pays en crise, mais surtout aussi de donner davantage de la légitimité et de la crédibilité à la CEDEAO. L'engagement de tous, l'accompagnement, c'est un peuple, on va dire, qui est éprouvé et il mérite d'être accompagné dans cette épreuve pour que ceux qui sont volontaires, ceux qui ont montré une certaine détermination à retrouver un chemin, n'est-ce pas, puissent avoir la véritable seconde chance qu'ils veulent donner au Mali, de repartir sur des bases solides, pérennes et profondes, à même de ramener la quiétude, mais aussi de redonner au Mali son intégrité territoriale. C'est important aujourd'hui de dire que un autre enseignement que la crise politique du Mali a donné, c'est l'émergence d'une figure internationale comme l'imam Dipo, une personnalité qui a su quand même qui a su rassembler des Maliens, au-delà de leur particularisme, au-delà de tous les clivages ethniques, même religieux, n'est-ce pas, à cause de sa volonté qu'il avait eue de donner un exemple d'intégrité. Si l'imam
lui-même Diko avait accepté à un certain moment la mallette d'argent qu'on lui avait offerte, et qu'il s'est tué comme pas mal de personnalités morales qui ont le devoir de se prononcer sur des situations de crise dans nos pays, il n'aurait pas eu l'écho, l'aura et toute la légitimité dont il a besoin. L'Afrique a besoin de personnalités comme lui qui montre donc cette détermination pour redonner au continent sa dignité, mais aussi qui ont ce don de rassembler au-delà des particularismes et donc de pouvoir faire croire que l'on peut avancer, que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que les facteurs accessoires et aléatoires qui nous divisent. L'Afrique est plus réelle. Vous remarquerez que même au sein de la CEDEAO, il y a quand même une certaine incompréhension de l'engagement de certains chefs d'État qui, dans leur pays, ont connu quand même des alternances assez remarquables. Le Nigeria, le Mali. Et c'est important de dire que même le président Goodluck, qui était impliqué dans la résolution du groupe de la crise malienne, était un président sortant qui a été évincé par la voie électorale et qui a accepté le résultat des urnes. C'est dire que dans certaines parties de l'Afrique, le jeu électoral, le jeu démocratique suit son cours normal. Le défi pour les pays où il semble encore un peu plus difficile pour les uns et les autres de respecter les jeux démocratiques et d'asseoir une véritable stabilité politique, c'est vraiment de regarder vers ces modèles qui marchent pour pouvoir s'inspirer sans complexe donc de leur expérience positive.